Écoutez, c'est simple, tous les présidents de la République de la 5e, depuis le général de Gaulle, ont voulu de près ou de loin avoir d'une certaine manière la main sur l'audiovisuel public, radio et télévision. Alors avec des périodes où la mainmise est plus ou moins forte. Alors elle a été très forte sous de Gaulle, en mai 68, au moment de la grève, etc. Elle l'a été un peu moins après. Il y a eu toute une série de dispositions institutionnelles, une instance de régulation, le CSA, la nomination des patrons par le CSA. Mais il y a toujours une volonté de pouvoir imprimer quelque chose. Après, ce que je crois de très nouveau, c'est que l'indépendance des rédactions, maintenant, elle est réelle. Les journalistes, ils sont indépendants dans leur tête, à la limite, quelle que soit l'entreprise dans laquelle ils travaillent, que ce soit public ou privé. Donc quand un journaliste est vraiment indépendant dans sa tête, il y a des pressions politiques, économiques, syndicales, il y a des pressions dans le domaine du sport, dans le domaine du cinéma, du showbiz, il y a des pressions qui s'exercent. Après, le problème est de savoir comment on y résiste. Écoutez, alors sur Chirac, je n'ai pas lu encore ce papier, a fortiori donc pas le bouquin, mais effectivement j'en ai entendu parler dans les dernières heures. Comme tous ses prédécesseurs et comme ses deux successeurs, Nicolas Sarkozy et François Hollande, Jacques Chirac traverse une forme de déprime dès qu'il quitte l'Élysée. Le soir où il quitte l'Élysée, pour la première fois depuis 1977, et donc comme on est en 2007, ça fait 30 ans, il ne dort pas dans un palais national. Il dort dans un appartement qu'on lui a prêté, qui est magnifique d'ailleurs, mais il n'est pas dans un palais national, donc il est un peu perdu. Et puis dès le lendemain matin, les coups de fil se ralentissent, les rendez-vous, ils espèrent toujours voir le maximum de gens, mais petit à petit, il n'y a que les vrais fidèles qui restent, comme Jean-Louis Debré pour Jacques Chirac par exemple. Alors ils font de grandes promenades dans Paris, il est toujours en attente de voir si les gens le reconnaissent, veulent un selfie, lui faire signer un papier, c'est très douloureux. Et ils en veulent toujours à leur successeur, mais Chirac encore plus, parce qu'il a beaucoup regretté que Sarkozy, le soir de son élection, n'ait pas cité son nom dans son discours. Il vit ça très mal. Alors après, il y a la maladie qui va s'aggraver, et ça sera encore une autre étape. Mais c'est sûr que les jours d'après de Chirac, après son départ de l'Élysée, sont extraordinairement difficiles, avec en plus, j'allais dire en prime, entre guillemets, les ennuis judiciaires lourds, la préparation de son procès, etc. Alors sur votre deuxième question, oui, moi je vois toujours Giscard. J'ai fait 7 entretiens pour la télévision pour un documentaire que j'ai fait sur lui qui est passé sur France 3 début du mois d'avril dernier. J'ai d'autres projets avec lui. Je vois de temps en temps François Hollande, Sarkozy moins parce que nos relations sont très mauvaises, mais peut-être que je le reverrai. Oui, on ne s'arrête pas d'un seul coup voilà, mais c'est plus des présidents qu'on croise. Mais le point commun de toutes ces grandes personnalités, c'est que quand on a été à ce niveau-là de la responsabilité politique, président, Premier ministre, président de l'Assemblée, etc., on ne supporte plus, ne supporte pas l'inaction. Et la différence entre quelqu'un, vous et moi, qui quitte une entreprise sous la pression, ou licenciement, ou parce qu'il décide de le faire, et puis les grands hommes politiques, c'est que ce sont les Français qui décident de les faire partir. Ça veut dire que vous avez un nombre, des millions de gens qui ont mis le bulletin de l'autre personne, qui ne veulent plus vous voir. Et ça, c'est absolument terrible à vivre. Pour la primaire de la droite et du centre, au mois de novembre, il y a eu énormément de bulletins de Sarkozy qui avaient été déchirés. Alors on trouvait les petits bouts dans l'enveloppe, et donc le vote était nul. Mais voilà, et
Et ces grands fauves politiques, ils ressentent cette forme de désamour, et psychologiquement, c'est absolument terrible. Alors, ça n'est pas toujours une dépression au sens médical du terme, mais alors ils vous disent toujours, c'est un autre point commun, c'est formidable, enfin, quel soulagement, je vais pouvoir vivre, je vais pouvoir voir ma famille, m'occuper de mes enfants, de mes petits-enfants, voyager, lire, aller au cinéma, au théâtre. En réalité, ils ne supportent pas généralement de ne plus exercer le pouvoir. Ils en veulent énormément aux gens qui, selon eux, les ont fait perdre et à ceux qui leur ont succédé. Je l'ai dit pour Chirac et Sarkozy. Et puis, ils ont envie que leur action, leur bilan soit encensé ou réhabilité, ce qui est le cas actuellement de François Hollande. Ce sont des périodes extraordinairement difficiles. Alors en plus, vous parliez de Hollande, il a eu un drame personnel, c'est-à-dire que 2 jours après avoir quitté l'Élysée, il a perdu son frère, dont il était très proche, donc ça a encore ajouté à la difficulté, à la tristesse. Voilà, ce sont des moments difficiles pour eux. C'est sûr que les maladies de Georges Pompidou et de François Mitterrand, celle de Pompidou qui est mort pendant son mandat, c'était des moments très forts et douloureux. La souffrance était terrible et il a été d'un grand courage. François Mitterrand, il y a eu une forme de crépuscule, d'agonie, également de souffrance qui était terrible. Il y a eu aussi le général de Gaulle qui a été opéré de la prostate pendant qu'il était président et qui s'est absenté pendant plus de 15 jours, presque 3 semaines, ce qui est interminable pour un président de la République. Et d'autant qu'il était déjà âgé à ce moment-là. Jacques Chirac, qui a eu cet AVC 2 ans, je crois, avant la fin de son second mandat, il a été fatigué. Il y a eu certains échos selon lesquels il était très fatigué et parfois un peu absent. D'autres disent qu'il a été vraiment président jusqu'au dernier jour. C'est difficile. Ce qui est sûr, c'est que il avait structurellement qu'il avait été atteint par cet AVC, ça c'est sûr. La charte de la Première Dame, c'est-à-dire le fait qu'il y ait de la transparence sur le budget, sur les collaborateurs, sur les activités, sur les rendez-vous, ça je pense que ça va dans le bon sens, parce que tout ce qui va dans le sens de la transparence, à condition que ça ne dépasse pas certaines limites privées ou intimes, ça va dans le bon sens. Voilà, donc le statut non et la charte oui. D'accord, parfait.